Bonjour, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter la création, la réalisation d'un logo, puis de vous détailler l'ensemble des étapes qui ont pu conduire à sa réalisation, puis à sa validation à terme. Le cahier des charges en fait concernant ce logo était relativement succinct, mais en gros était proposé par une société, un cabinet de recrutement par approche directe, une société avec laquelle je travaillais déjà et qui pouvait se arguer de 25 années d'expérience en fait dans le recrutement par approche directe, au national comme à l'international. Le principe étant que cette société était historiquement liée à une entité américaine, cette entité s'appelant Emery Network, et entité de laquelle la société française, enfin l'antenne française, a souhaité à un moment se détacher et voler de ses propres ailes sous sa propre identité. Si je me permets de préciser le lien de filiation entre la société historique, l'entité historique en tout cas, et puis son antenne française et la scission entre les deux, c'est que la création de ce nouveau logo, en fait, devait effectivement partir d'une nouvelle démarche, tout en assurant une certaine continuité, tout en gardant quelques gènes liés à l'identité visuelle historique de Emery Network, donc la branche historique américaine. Par rapport à ces quelques gènes en fait qui devaient être conservés, le cahier des charges en fait imposait la conservation de la couleur orange et demandait s'il était possible de conserver un élément plus ou moins proche de la flèche, puisque dans le logo historique, effectivement, on avait une couleur bleu-gris qui est devenue une couleur plutôt gris anthracite assez soutenue pour la nouvelle entité Audiane. Puis le orange qui a été conservé tout en étant relativement modifié. Et ce principe de flèche historique qui était plutôt dans l'arrondi et dans un certain mouvement et pour lequel voilà, un rappel pouvait être souhaité de la part du client. La réflexion que j'ai mise en place par rapport à la création de ce logo, s'est basée en fait sur la signature de la société. Cette signature, en anglais Impact Player Recruiters, était basée effectivement sur une logique selon laquelle en fait dans le monde du recrutement, ce qui intéresse ce type de cabinet, ce sont ce qu'ils appellent les impact players, c'est-à-dire ce petit pourcentage d'acteurs au sein de l'entreprise qui vont avoir un fort retentissement au niveau de la progression de celle-ci. La réflexion autour de cette signature Impact Players Recruiters m'a amené à différentes réflexions et m'a entre autres conduit à penser à une expression très américaine qui est l'expression think out of grid ou think out of a box, qui définit en fait les gens étant capables de penser au-delà d'une grille, au-delà d'une boîte, au-delà des frontières telles qu'on pourrait les imaginer. C'est à partir de là que m'est venue l'idée d'un certain nombre de recherches autour des visuels qui pouvaient un peu être synonymes de ce concept, hein, de Think Out of Grid. Et à force de quelques recherches, j'ai mis le doigt sur une espèce de petit test relativement simple. En fait, petit test selon lequel les personnes censées être capables de penser en dehors de la boîte et en dehors de la grille seraient capables de répondre à ce casse-tête, enfin casse-tête entre guillemets, et seraient capables de relier l'ensemble de ces points, en fait, par le biais de 4 lignes, sans jamais lever le stylo. Donc, alors, c'est pas un casse-tête très sorcier, hein, il suffit d'y réfléchir quelques minutes en général pour trouver la solution. Et la solution, pour vous l'expliquer, est relativement simple, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on essaie de rester dans la grille, les choses ne fonctionnent pas. Mais à partir du moment où on va s'autoriser à sortir de cette grille,
et à aller plus bas, on va pouvoir rejoindre l'ensemble des points. Et d'une part, répondre à ce principe de solutionner quelque chose en pensant au-delà du problème qu'on a devant les yeux. Mais en plus, la réponse en fait à ce schéma crée une flèche vers l'extérieur, une flèche à 45 degrés en fait, qui voilà, permet de répondre à ces questionnements-là. Donc, toute cette réflexion, en fait, a été l'occasion pour moi de mettre en place un certain nombre de pistes pour répondre à la création de la partie visuelle du logo. Et donc, de réfléchir de manière relativement simple à la manière dont je pouvais symboliser ce principe sans le reprendre en tant que tel. Et donc, dans cette idée, en fait, de boîte, de sortir de la boîte, d'aller dans une direction, un certain nombre d'esquisses m'ont finalement amené à produire celle que vous voyez ici, où finalement, si on y regarde bien, je reprends les éléments de l'ensemble des points qui me forment un certain carré. Je reprends le point central du schéma initial, puisque l'impact player est censé être un élément totalement intégré, voire même central dans la boîte, dans l'entreprise. Et ensuite, je reprends cette idée de flèche, en fait, et du fait d'être capable de sortir et d'aller au-delà des murs et au-delà des limites assez standardisées, telles qu'on pourrait les connaître au départ. Ça a été pour la partie visuelle de création du logo. Et puis est venu ensuite le travail autour de la typographie. Donc je vous présente d'une manière plus globale la réponse qui a été proposée en termes de logo, proposée puis acceptée. Et je vous explique maintenant un petit peu les différentes démarches qui ont pu être derrière le choix des deux typographies qui sont présentes. Et pourquoi ce mélange des genres, et pourquoi des capitales, et pourquoi des bas de casse, etc. etc. Donc, une fois le visuel en place, l'idée donc a été de trouver une typographie pour nommer la marque Audian. Donc, mon choix s'est porté sur un certain nombre de typos en termes d'essais, mais mon choix s'est finalement porté sur cette typographie qui est une typographie assez connue, en tout cas que très reconnaissable des graphistes. C'est une police en fait à sérif, c'est-à-dire qu'elle a ses petits empattements au bout des différents caractères. Mais c'est une police à sérif avec des empattements très discrets, des empattements qui sont présents mais qui ne sont pas envahissants comme ils le sont parfois sur certaines polices. L'idée du choix d'une police avec sérif était soutenue par le fait que l'entreprise au départ disposait quand même de 25 ans d'expérience et qu'au travers de ces 25 ans d'expérience, l'utilisation d'une police sérif qui dans l'inconscient collectif sont reliées à des choses anciennes, traditionnelles, liées donc à de l'expérience, à du savoir-faire, etc. puisque ce sont des polices qu'on a vu apparaître au tout début de la sauvegarde de l'écriture lorsqu'il s'agit de graver sur pierre. L'origine de la sérif étant liée au fait qu'on puisse graver sur pierre sans risquer de briser la tablette ou sans risquer de finir le caractère de manière impropre. Donc la sérif a cette origine-là. Et il m'a semblé tout à fait pertinent donc, de partir sur une police avec sérif pour tout cet inconscient collectif partagé autour de l'utilisation de ces polices-là, tout en restant néanmoins dans une police avec des sérifs relativement discrètes pour ne pas être trop ancré non plus dans quelque chose de trop ancien. Et voilà, garder ce côté expérimenté et ce savoir-faire sans pour autant se relier à quelque chose de moyenâgeux. L'idée ensuite, par rapport à l'usage de cette typo, c'est qu'elle a une autre particularité, c'est qu'en fait c'est une police qui n'existe qu'en capitale, en grande capitale ou en petite capitale, mais qu'en capitale. Et ça me semblait intéressant de travailler avec une police justement en capitale, de sorte à ce que on puisse asseoir un petit peu
l'autorité, si on veut, de l'entreprise. C'est-à-dire que Audiane l'entreprise s'estime suffisamment sûre d'elle d'une certaine manière pour pouvoir communiquer sa marque en capital. Ça nous semblait quelque chose de visuellement intéressant et puis en plus qui permet d'avoir un bandeau extrêmement rectangulaire, là où les bas de casse nous amèneraient à quelque chose de beaucoup plus, une typographie un petit peu plus en vague. Donc l'idée a été de travailler en capital. Et ensuite, le dernier choix que j'ai fait par rapport à ça, ça a été le fait de travailler sur une déclinaison relativement light de la copperplate, puisqu'en effet, en associant le orange que j'ai utilisé qui plus est en dégradé pour lui donner un petit peu plus d'épaisseur, un petit peu plus de matière, entre l'utilisation du orange qui est relativement chaud, relativement fort, l'utilisation de la police sérif et l'utilisation des capitales, l'utilisation de cette police en régular, voire en gras, aurait, selon moi en tout cas, été une erreur dans la mesure où on serait passé d'une certaine assise, de la reconnaissance d'une certaine assise, à quelque chose de probablement trop prétentieux. Et en tout cas, voilà, en utilisant le gras, en fait, on perdait l'élégance et on gagnait en prétention, ce qui n'était absolument pas l'objectif, c'est-à-dire la création de la marque et le choix de cette typographie. Pour finir sur le choix des typographies, on remarque que le nom de la société est bien évidemment suivi par sa signature, donc Impact Player Recruiter. L'idée, là, pour le coup, a été de prendre le contre-pied et de ne surtout pas travailler avec une police sérif et de ne pas travailler non plus en capital, là encore, pour pas envoyer de signaux trop forts, mais simplement de placer cette signature, cette fois-ci en bas de casse, et avec une police non sérif, une police sans sérif. La police utilisée en fait est la Century gothique. Et le choix de cette police, en fait, a été... Si j'ai retenu cette police, c'est parce que c'est une police très particulière, là encore, hein, que je pense les graphistes reconnaissent assez aisément. C'est une police assez particulière, puisqu'en fait, chacun des caractères basés sur une forme arrondie est basé sur un rond parfait. Dès qu'on parle du A, du O, du E, etc., comme vous pouvez le voir, on a systématiquement l'utilisation d'un rond parfait. Et je trouvais intéressant voilà, d'avoir, même si là encore, hein, ce sont des perceptions qui, pour Monsieur Tout-le-Monde, passent un petit peu du côté inconscient, ce sont quand même des choses qui sont perçues. Et il me semblait intéressant de travailler avec ce côté enrobant, le côté très équilibré du rond, le côté encadrant, le côté rassurant, etc. du rond. Et puis il me semblait aussi intéressant du coup de ne pas travailler avec une police sérif cette fois-ci, et de sorte, d'une certaine manière, un petit peu à faire le lien entre l'expérience d'origine de l'entreprise et puis, le fait qu'elle ait absolument les deux pieds dans son époque et dans la modernité, dans quelque chose de contemporain et dans ce qu'on peut attendre d'un cabinet de recrutement à notre époque. Voilà, le tout répondant ensuite à un petit jeu de couleurs avec des rappels extrêmement simples, hein, l'utilisation donc du blanc et son rappel entre la partie visuelle et la partie textuelle. Idem pour la partie orange, avec l'ensemble tenant dans un cartouche avec un rapport hauteur-largeur qui en général le met plutôt à son avantage lorsque le logo doit être associé à d'autres logos au bas d'une affiche ou au bas d'autres sites internet par exemple. Voilà pour l'essentiel des explications et de l'argumentaire que je pouvais avoir envie de partager avec vous concernant la création d'un logo à partir d'un certain nombre de contraintes, comme c'est systématiquement le cas, et la manière dont en fait le graphiste doit intégrer et fusionner l'ensemble des éléments qui lui sont imposés et puis laisser de la place à tout ce qui n'est pas imposé, de sorte à pouvoir répondre de manière parfaitement justifiée à l'ensemble de la demande concernant ce type de travail. Je vous remercie de votre attention.